Pourquoi, chaque fois que vous essayez de parler calmement, tout finit-il par empirer? Pourquoi plus vous expliquez votre point de vue, plus la tension monte? Pourquoi semble-t-il que l'autre personne n'écoute jamais, mais ne fait que réagir? Et il y a une question encore plus inquiétante. Et si le problème n'était pas ce que vous dites, mais le type de conflit dans lequel vous êtes piégé? Restez là, car comprendre cela peut changer complètement la façon dont vous affrontez les personnes toxiques et protéger votre équilibre mental. Lorsque vous affrontez une personne toxique, vous partez souvent d'une hypothèse dangereuse. Vous croyez que vous recherchez tous deux la même chose. Vous croyez que l'objectif est de se comprendre, de clarifier un malentendu ou de parvenir à une solution juste. Mais dans ce type de relation, ce postulat n'est pas rempli. Vous ne faites pas face à un conflit équilibré, mais à ce que la psychologie définit comme un conflit asymétrique. Dans un conflit asymétrique, chaque partie joue à un jeu différent. Vous essayez de résoudre, d'expliquer et de vous connecter. L'autre personne, en revanche, cherche à provoquer une réaction émotionnelle. Elle ne veut pas de clarté, elle veut de l'impact. Elle ne recherche pas d'accord, elle recherche le contrôle. C'est pourquoi, plus vous raisonnez, plus vous lui donnez de matière. Chaque mot, chaque justification et chaque tentative de dialogue devient du carburant. Ce décalage explique pourquoi la logique ne fonctionne pas. Ce n'est pas que vos arguments soient faibles, c'est qu'ils ne sont pas écoutés avec l'intention de comprendre. Ils sont évalués comme des stimuli. Si vous générez de l'émotion, le conflit continue. Si vous montrez de la frustration, le conflit s'intensifie. Ainsi, sans vous en rendre compte, vous entrez dans une dynamique où vous perdez toujours de l'énergie, tandis que l'autre partie se renforce. Comprendre cela change complètement l'approche. Le problème n'est plus de savoir comment mieux vous expliquer, mais comment sortir d'un jeu qui n'a jamais été juste. Et pour y parvenir, vous devez comprendre ce qui maintient exactement cette dynamique vivante. Pour briser ce type de conflit, il faut d'abord comprendre ce qui l'alimente. Les personnes toxiques n'agissent pas au hasard ni par simple impulsivité. Leur comportement suit une logique très claire. Elles recherchent une réponse émotionnelle. Cette réaction, qu'il s'agisse de colère, de tristesse, de défense ou d'explication, fonctionne comme une récompense. C'est le signe qu'elles ont toujours de l'influence sur vous. Selon la psychologie comportementale, tout comportement qui reçoit une récompense a tendance à se répéter. Dans ce cas, la récompense n'est pas matérielle, mais émotionnelle. Chaque fois que vous réagissez, le schéma se renforce. C'est pourquoi discuter n'affaiblit pas le problème. Cela le fortifie. Tenter de clarifier les choses n'éteint pas le conflit. Cela le maintient allumé. Ici apparaît un principe clé. Lorsqu'un comportement ne reçoit plus le stimulus qui le soutient, il commence à s'éteindre. Cela ne se produit pas de manière immédiate ni douce. Au début, le comportement a tendance à s'intensifier. C'est une dernière tentative pour récupérer la réaction perdue. Ce phénomène explique pourquoi, lorsque vous cessez de répondre comme avant, la situation semble empirer avant de s'améliorer. Comprendre cette mécanique est fondamental, car cela vous permet de cesser d'interpréter l'augmentation du conflit comme un échec. Ce n'est pas que vous fassiez mal les choses, c'est un signe que le schéma est remis en question. Et à partir de là, la stratégie doit changer complètement. L'une des stratégies les plus efficaces pour couper cet approvisionnement émotionnel est la méthode connue sous le nom de Grey Rock. L'idée est simple, mais difficile à appliquer. Elle consiste à devenir émotionnellement neutre, prévisible et inintéressant. Ne pas discuter, ne pas se justifier, ne pas se défendre, ne pas expliquer. Répondre seulement au strict nécessaire, sans charge émotionnelle, sans détail et sans énergie. L'objectif du Grey Rock n'est pas de gagner une conversation, ni de prouver que vous avez raison. C'est d'éliminer l'échange. Lorsqu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de récompense.
et lorsqu'il n'y a pas de récompense, le comportement commence à perdre de sa force. Cependant, ici apparaît le point le plus critique du processus, le moment où beaucoup de gens abandonnent. Lorsque la réaction émotionnelle disparaît, le comportement toxique a tendance à s'intensifier. Les provocations, les attaques verbales ou les accusations augmentent. C'est ce qu'on appelle une explosion d'extinction. C'est l'ultime tentative désespérée de reprendre le contrôle perdu. Si vous réagissez à ce moment-là, le message est clair. La stratégie fonctionne et doit être répétée. C'est pourquoi ce moment exige une cohérence maximale. Ne pas répondre n'est pas de la passivité, c'est une décision stratégique. Chaque fois que vous maintenez la neutralité, vous affaiblissez le schéma, pas de manière immédiate, mais de façon constante. Et même si cela est inconfortable au début, c'est la première véritable étape pour récupérer votre espace mental. La méthode Greyrock fonctionne lorsque vous pouvez réduire le contact au minimum, mais ce n'est pas toujours viable. Il y a des contextes dans lesquels vous devez interagir, comme le travail, la famille ou la garde partagée. Dans ces situations, la neutralité absolue peut engendrer des conséquences pratiques indésirables. C'est ici qu'intervient une variante plus flexible, l'approche connue sous le nom de Yellow Rock. Le Yellow Rock conserve la base du Grey Rock, mais y ajoute une couche de courtoisie et de structure. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais d'être professionnel, bref et clair. Les réponses se limitent aux faits, aux accords et à la logistique. Il n'y a pas d'opinion personnelle, pas d'explication émotionnelle et pas d'ouverture au conflit. Tout est communiqué de manière polie, mais ferme. Cette approche a une valeur stratégique importante lorsque des tiers observent. Les courriels, les réunions de travail ou les situations juridiques exigent une image cohérente. En maintenant un ton respectueux et contrôlé, vous réduisez la possibilité que l'autre personne déforme le récit ou vous présente comme le problème. La clarté et la cohérence deviennent votre protection. L'objectif reste le même. Ne pas gagner la discussion, mais limiter l'impact. Chaque interaction structurée réduit l'espace pour la manipulation. Et bien que l'autre partie puisse essayer de provoquer, le cadre ne le permet plus. La relation cesse d'être émotionnelle pour devenir fonctionnelle. Lorsque la personne toxique fait partie de votre cercle le plus proche, comme un père, une mère ou un parent direct, la situation devient encore plus complexe. Couper complètement le contact n'est pas toujours possible ni souhaitable. Dans ces cas, la clé n'est pas dans la confrontation, mais dans la distance compatissante, une façon de se protéger sans entrer en guerre. Imaginez une paroi de verre entre vous et cette personne. Vous pouvez la voir, l'entendre et lui parler, mais ces mots ne vous traversent plus de la même manière. Il ne s'agit pas d'ignorer, mais de filtrer. Ce changement est interne. Il ne dépend pas du changement de l'autre, mais du fait que vous cessiez de réagir depuis le lieu émotionnel qui vous exposait auparavant. Une partie de ce processus implique de changer la question que vous vous posez. Au lieu de vous demander pourquoi on vous traite ainsi, vous commencez à vous demander ce qui se passe dans sa structure émotionnelle. Ce petit ajustement réduit la personnalisation du dommage. Le comportement cesse d'être défini comme une attaque personnelle et commence à être compris comme un schéma prévisible. Il est important d'éviter l'impulsion de sauver ou de réparer. La compassion ne signifie pas le sacrifice. Vous pouvez comprendre sans justifier. Et vous pouvez maintenir des limites sans culpabilité. Lorsque vous cessez d'essayer de changer l'autre personne, vous récupérez de l'énergie. Et cette énergie est la base pour soutenir n'importe quelle limite à long terme. L'une des erreurs les plus courantes lors de l'interaction avec des personnes toxiques est de tomber dans le besoin de s'expliquer. Expliquez ce que vous ressentez, expliquez vos intentions, expliquez pourquoi quelque chose vous affecte. Cette réaction semble logique, mais dans ce type de dynamique, c'est un piège. Chaque explication devient un matériau qui peut être utilisé contre vous. Au lieu de clarifier, elle alimente le conflit. En psychologie,
Ce schéma se résume en 4 actions: justifier, argumenter, défendre et expliquer. Chacune d'elles prolonge l'interaction et maintient vivant l'échange émotionnel. Non pas parce que l'autre veut comprendre, mais parce qu'il obtient des informations et une réaction. Plus vous essayez de clore le sujet, plus il reste ouvert. Pour sortir de ce cycle, il est nécessaire de changer le protocole de réponse. C'est ici qu'entre en jeu une forme de communication brève, informative, aimable et ferme. Des réponses courtes, centrées sur les faits, sans charge émotionnelle et sans ouvrir de nouveaux sujets. Il ne s'agit pas d'être froid, mais d'être clair. Chaque message a un début et une fin définie. Ce type de communication réduit considérablement l'espace pour la manipulation. Il n'y a pas de contradiction à exploiter, ni d'émotion à provoquer. Avec le temps, l'interaction perd en intensité, car elle cesse d'être rentable. Et même si cela peut sembler artificiel au début, c'est un outil puissant pour reprendre le contrôle sans aggraver le conflit. L'une des conséquences les plus néfastes de la cohabitation avec des personnes toxiques est la distorsion progressive de la réalité. À travers des contradictions, des dénis et des changements constants de version, le doute s'installe. Vous commencez à remettre en question ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu et ce que vous avez ressenti. Ce processus, connu sous le nom de gaslighting, n'est pas toujours évident, mais il érode lentement la confiance intérieure. Pour le contrer, il est fondamental de s'ancrer aux faits. Enregistrer ce qui se passe, quand cela se passe, et ce qui a été dit, sans ajouter d'interprétations émotionnelles. Cet exercice n'est pas destiné à convaincre qui que ce soit, mais à vous redonner une base solide. Lorsque la mémoire ne dépend plus du récit de l'autre, vous retrouvez une stabilité. L'objectif final de tout ce processus n'est pas de gagner des discussions ni de changer l'autre personne, c'est de récupérer de l'espace mental. Cesser de vivre en alerte, d'anticiper les conflits et de se justifier constamment. Lorsque vous réduisez le contact émotionnel, l'esprit se libère et l'énergie redevient disponible pour votre vie réelle. Se protéger ne vous rend pas froid ni insensible, cela vous rend conscient. Et quand vous comprenez que tous les conflits ne sont pas symétriques, vous pouvez cesser de mener des batailles qui n'ont jamais été justes. C'est là que commence la véritable conclusion.